Je m'appelle Amber Aïe et j'ai 24 ans. J'étais debout à côté d'un évier rempli de verre sale lors de la fête d'anniversaire de ma mère quand ma poitrine a commencé à se serrer comme un poing. Au début, j'ai pensé pouvoir le cacher. J'ai appuyé une main sur le comptoir, forcé un sourire et essayé d'avaler la panique qui montait dans ma gorge, mais la pièce a basculé. Mes poumons ont cherché de l'air et n'ont presque rien trouvé. Les gens riaient derrière moi, entrechoquant leurs verres, demandant plus de gâteaux, plus de glace, plus de serviettes, comme si je faisais partie du décor. J'ai chuchoté, je ne peux pas respirer. Mais ma voix est sortie faible et brisée. Ma mère n'a même pas regardé mon visage. Elle a lancé, assez de drame. Arrête de faire semblant. Va dans la cuisine et nettoie. Mon père a eu ce petit rictus-lait qu'il utilisait chaque fois qu'il voulait que je me sente petite. Arrête d'être paresseuse, a-t-il dit. Mes genoux ont fléchi. J'ai renversé un verre en tendant la main vers le comptoir. C'est à ce moment-là que l'ami de mon frère s'est approché. Il ne riait plus. Il a saisi mon poignet, a vérifié mon pouls, et son visage s'est vidé de sa couleur si rapidement que toute la pièce l'a remarqué. Appelez le 911, a-t-il hurlé. Pendant une seconde, la fête est devenue silencieuse. Puis la panique a explosé. Mais le pire n'était pas l'urgence. Le pire, c'était de réaliser que ma mère m'avait entendu halter et pensait toujours que je jouais la comédie pour attirer l'attention. Avant de vous dire ce qu'il a dit ensuite, et ce qui s'est passé après que je sois finalement partie, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment? D'où regardez-vous cette vidéo? Et quel temps fait-il chez vous? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire va voyager. Le silence après qu'Eric a crié, appelé le 911, n'a duré qu'un souffle. Mais je me souviens de chaque visage. Ma mère Sarah se tenait près de la table de la salle à manger avec un couteau à gâteau à la main, portant toujours l'écharpe d'anniversaire dorée que mon père lui avait achetée, celle sur laquelle était écrit « Reine d'un jour ». Mon père, David, se tenait à côté d'elle, les bras croisés, comme si mes poumons défaillants étaient un inconvénient. Mon frère Jay criait 2 secondes plus tôt, disant à un cousin que je trouvais toujours un moyen de ramener tout à moi. Maintenant, il fixait Eric avec un sourire figé, attendant que quelqu'un lui dise que c'était toujours une blague. Eric n'a pas souri. Il m'a déposé sur une chaise, les doigts fermement posés sur mon pouls, la voix assez tranchante pour couper court à toutes les excuses dans la pièce. Amber, regarde-moi. Ne parle pas, concentre-toi juste sur ma main. J'ai essayé, mais l'air arrivait par morceaux courts et brisés, et le bout de mes doigts a commencé à picoter. Les invités se sont déplacés, ne sachant pas s'ils devaient aider ou faire semblant de ne pas avoir entendu ma mère m'humilier. Quelqu'un a chuchoté, est-elle vraiment malade? Une autre voix a répondu, je pensais qu'elle était juste contrariée. Ce chuchotement a fait plus mal que la pression dans ma poitrine parce qu'il montrait exactement comment ma famille avait entraîné tout le monde à me voir. Non pas comme une fille, non pas comme une personne, mais comme un problème. Sarah a fini par bouger, mais pas vers moi. Elle a regardé le verre renversé et a dit, c'est ridicule. Amber, pourquoi ferais-tu ça maintenant? La tête d'Eric s'est relevée brusquement. Madame Aïe, elle est en détresse. La bouche de ma mère s'est crispée. Elle est anxieuse. Elle fait toujours ça. La mâchoire d'Eric s'est serrée. Et pour la première fois ce jour-là, quelqu'un a regardé ma mère comme si elle était l'urgence. L'anxiété peut devenir une crise médicale, a-t-il dit. Et vous empirez les choses. Cette phrase a été reçue comme une gifle. Mon père est intervenu, la voix basse. Jeune homme, ne parlez pas à ma femme comme ça dans notre maison. Eric n'a pas bronché. Alors agissez comme si c'était votre fille dans votre maison. Jack a marmonné quelque chose et Eric s'est tourné vers lui aussi. Vous appelez le 911 ou je le ferai. Et quand ils demanderont pourquoi personne n'a appelé plus tôt, je leur dirai exactement ce que j'ai vu. Cela a tout changé. Pas de compassion, pas de peur pour moi, mais la possibilité de témoin, la possibilité d'être exposé. Jack a sorti son téléphone avec des mains tremblantes, soudain sérieux maintenant que l'histoire pouvait sortir du salon. Ma mère a reculé, plaquant sa main sur sa poitrine comme si elle était la victime.
Je voulais juste un anniversaire paisible, a-t-elle chuchoté assez fort pour que les invités l'entendent. Même à travers le rugissement dans mes oreilles, j'ai compris qu'elle transformait mon urgence en son sacrifice. Eric s'est approché, bloquant ma vue sur elle. Tu n'es pas seul, a-t-il dit. J'ai voulu le croire, mais la pièce derrière lui était remplie de gens qui m'avaient regardé mendier de l'air et qui avaient attendu la permission de se soucier de moi. Les sirènes sont arrivées quelques minutes plus tard. Les ambulanciers ont franchi la porte d'entrée, et soudain, les décorations ont semblé obscènes. Des ballons attachés aux chaises, des assiettes de glaçage, des banderoles dorées se tordant au-dessus de ma tête alors que des inconnus transportaient de l'oxygène et des sacs médicaux devant ma famille. Un ambulancier a demandé qui était avec moi quand les symptômes ont commencé. Eric a répondu avant que ma mère ne puisse arranger les choses. J'étais à côté. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas respirer. Sa famille l'a ignorée et a retardé l'appel. Sarah a halté. Ce n'est pas juste. Eric l'a regardé. Non. Ce qui est arrivé à Amber n'était pas juste. L'invité s'est tu à nouveau, mais ce silence était chargé de jugement. Il y avait des témoins. Les joues de ma mère ont rougi sous son maquillage. David fixait le sol. Jake a détourné le regard. Alors qu'il m'installait sur une civière, j'ai capté l'expression de ma mère. Il y avait de la peur, mais pas celle dont j'avais rêvé. Elle n'était pas terrifiée à l'idée de me perdre. Elle était terrifiée par l'apparence de la situation. Et alors qu'il me faisait passer devant le gâteau, personne ne coupait plus rien. Une question a brûlé dans ma panique, si ma propre famille pouvait ignorer le son de moi luttant pour respirer, combien de fois m'avait-il ignoré alors que je mourais tranquillement à petit feu? À l'intérieur de l'ambulance, le monde s'est réduit à l'oxygène, à la lumière et aux questions. Un ambulancier m'a dit de respirer avec le masque. Un autre a attaché des fils sur ma poitrine. Et la voix d'Eric est venue de quelque part près des portes, demandant s'il pouvait nous suivre à l'hôpital. J'ai voulu le remercier, mais mon corps était trop occupé à survivre. L'oxygène avait un goût froid et sec. Mes mains tremblaient sous la couverture. Mon cœur battait si fort que je pensais que la machine pourrait me gronder pour cela. Amber, a demandé l'ambulancier, as-tu déjà eu des épisodes comme celui-ci avant? J'ai hoché la tête, puis j'ai secoué la tête, ne sachant pas comment expliquer toute une vie en une seule réponse. Pas comme ça, ai-je voulu dire. Jamais assez grave pour des sirènes. Mais oui, si l'on compte chaque dîner où mon père s'est moqué de ma voix. Oui, si l'on compte chaque anniversaire où ma mère m'a confié des corvées au lieu de me donner de l'affection. Oui, si l'on compte chaque fois que mon frère m'a traité de dramatique et que tout le monde a ri parce que c'était plus facile que de me défendre. L'ambulance a tourné, la sirène a monté de manière longue et aiguë, et soudain, j'avais à nouveau 8 ans. Je me suis souvenu être tombé de mon vélo dans l'allée, mes paumes écorchées, le sang brillant entre de minuscules cailloux. Je me suis souvenu être rentré en pleurant, attendant des bras, attendant de la sollicitude. Ma mère a levé les yeux d'un appel téléphonique et a marmonné, « Pas maintenant ». Mon père a jeté un coup d'œil à mes mains qui saignaient et a dit, « Tu vas bien. Ne fais pas de cinéma. » Jake a ri et m'a dit que j'avais l'air stupide. J'ai nettoyé le sang moi-même dans la salle de bain du rez-de-chaussée et j'ai appris une leçon qu'aucun enfant ne devrait apprendre, la douleur n'était acceptable que si elle ne dérangeait personne d'autre. Ce souvenir est revenu si clairement dans l'ambulance que j'ai presque oublié où j'étais. L'ambulancier a touché mon épaule. « Reste avec nous, Amber. » J'ai cligné des yeux fortement. « Je suis là », ai-je chuchoté derrière le masque. Mais l'étais-je? Avais-je jamais été pleinement présente dans une famille qui me traitait comme un bruit de fond? À l'hôpital, ils m'ont fait passer par des portes coulissantes dans une luminosité qui rendait tout trop réel. Les infirmières se déplaçaient rapidement. Quelqu'un a posé des questions sur les douleurs thoraciques, les médicaments, les allergies, les antécédents médicaux. J'ai répondu à ce que je pouvais. Eric est arrivé quelques minutes plus tard, tendu mais stable. Il est resté en retrait, laissant de l'espace au personnel, mais il n'a pas disparu. Cela comptait plus que je ne peux l'expliquer. Ma famille avait toujours rendu les soins conditionnels, comme si je devais les mériter en étant pratique.
Eric a rendu cela simple. Quelqu'un était blessé, alors il est resté. Une infirmière a demandé si ma famille venait. J'ai regardé Eric avant de répondre, et il a détourné le regard, ce qui m'en a dit assez. Mon téléphone a vibré sur la table de chevet. Un message s'est affiché sur l'écran. C'était de ma mère. « Es-tu calme maintenant ? Nous avons toujours des invités ici. » J'ai fixé ces mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Pas, es-tu en sécurité ? Pas, je suis désolé. Pas, je suis en route. Es-tu calme maintenant ? Comme si mes poumons avaient fait une crise de colère. Comme si l'ambulance avait été un désagrément émotionnel. Quelque chose en moi a basculé. Tranquillement, mais définitivement. Pendant des années, j'ai cru que si je m'expliquais mieux, si je me comportais mieux, si je travaillais plus dur, si je souriais plus, si j'avais besoin de moins, ma famille finirait peut-être par me voir. Mais allongée dans ce lit d'hôpital avec un étranger ajustant mon oxygène et ma mère demandant si je m'étais suffisamment calmée pour que sa fête puisse continuer, j'ai réalisé que le problème n'était pas que je n'avais pas réussi à parler clairement. Le problème était qu'il tirait profit du fait de ne pas m'écouter. Quand le médecin est arrivé, il a dit qu'il devait faire des examens, surveiller ma respiration et s'assurer qu'aucune complication cardiaque ou respiratoire ne se cachait sous les symptômes de panique. Il n'a pas levé les yeux au ciel quand j'ai dit que j'avais peur. Il ne m'a pas dit que j'embarrassais quelqu'un. Cela seul a failli me faire pleurer. Eric l'a vu. Il a tiré une chaise près de la porte et a dit doucement, « Tu n'as pas à défendre ta douleur ici. » J'ai tourné mon visage vers le mur parce que la gentillesse était trop forte. J'avais été forte pendant si longtemps que la douceur semblait dangereuse. Pourtant, sous la peur et l'humiliation, une pensée claire est apparue. Peut-être que cette urgence n'était pas le jour où tout s'est effondré. Peut-être que c'était le jour où la vérité a enfin eu des témoins. Plusieurs heures plus tard, les machines avaient ralenti pour atteindre un rythme régulier, et ma respiration ne ressemblait plus à un combat. Je perdais. Le médecin m'a dit que mes résultats étaient rassurants, mais que l'épisode avait été grave, une réponse de panique sévère avec des symptômes physiques qui ne pouvaient être écartés, surtout compte tenu de la pression thoracique et de l'hyperventilation. Il a recommandé un suivi, une thérapie, la gestion du stress, surtout, un environnement plus sûr pendant ma convalescence. Un environnement plus sûr. Ces mots se sont posés dans ma poitrine plus lourdement que n'importe quel diagnostic. Comment expliquer que l'endroit le plus dangereux de votre vie est celui où tout le monde dit que vous devriez être aimé automatiquement ? Eric m'a apporté du thé depuis le distributeur et s'est excusé 2 fois de ne pas avoir remarqué plus tôt, même s'il avait été le seul à remarquer quoi que ce soit. Je lui ai dit cela et il a semblé en colère, d'une manière calme. Amber, ce qui s'est passé là-bas n'était pas normal. J'ai presque ri parce que, normal, avait toujours été le bouclier de ma famille. Normal de taquiner, normal d'avoir des attentes, normal le stress familial. Normal signifiait que je n'avais pas le droit de protester. Avant que je puisse répondre, la porte s'est ouverte sans frapper. Ma mère est entrée la première, portant toujours son écharpe d'anniversaire, bien qu'elle soit maintenant de travers. Mon père a suivi avec sa bouche dure et sa posture de politesse d'église. Jake est arrivé en dernier, tenant un récipient en plastique avec du gâteau, comme la preuve que la fête m'avait survécu. Ma mère s'est précipitée vers le lit, les bras ouverts, mais ses yeux ont dardé vers Eric, puis vers l'infirmière devant la porte. Elle jouait la sollicitude pour le public. « Mon pauvre bébé », a-t-elle dit trop fort. « Tu nous as fait une peur bleue. » Je l'ai fixé. « Je vous ai fait peur ?» Elle a touché ma couverture, pas ma main. « Bien sûr que tu l'as fait. » Une minute tu étais contrarié et la minute suivante, Eric criait comme si la maison était en feu. Eric s'est levé. Elle cherchait désespérément de l'air. Les yeux de mon père se sont plissés. Nous comprenons cela maintenant. Le faites-vous, ai-je demandé. Ma voix était faible, mais elle ne tremblait pas. Sarah a semblé blessée. Amber, aujourd'hui c'était mon anniversaire. J'avais 30 personnes qui te regardaient t'effondrer dans ma cuisine. Voilà. La vraie blessure, pas ma peur, son embarras.
Jake a posé le gâteau sur la table et a haussé les épaules. Tu dois admettre que le timing était insensé. Je l'ai regardé. Mes poumons n'ont pas vérifié ton emploi du temps. Son expression a vacillé. Mon père s'est approché. Ne sois pas insolente. Tu es ici parce que tu t'es surmenée. Ta mère essayait de garder la fête intacte. Elle m'a dit de nettoyer alors que je lui disais que je ne pouvais pas respirer. La pièce est devenue si calme que je pouvais entendre le moniteur compter ma colère. Ma mère a baissé la voix. Je ne savais pas que c'était réel. Tu ne te souciais pas de savoir si c'était réel, ai-je dit. C'était la première phrase que je lui adressais qui ressemblait à une porte qui se ferme. Elle a reculé comme si j'avais été cruelle. Comment peux-tu dire ça après tout ce que j'ai fait pour toi? La vieille culpabilité a surgi automatiquement, mais cette fois, je l'ai vue avec distance. Les repas qui s'accompagnaient d'insultes, les trajets qui s'accompagnaient de leçons, les anniversaires où je nettoyais plus que je ne célébrais, l'amour enveloppé dans une dette. Eric s'est déplacé près de mon lit, restant là juste comme un témoin. Mon père l'a remarqué et s'est retourné vers lui. C'est une affaire de famille. Eric a répondu calmement, c'est devenu une affaire médicale quand vous avez ignoré une urgence respiratoire. Jake a ricané. Tu ne nous connais pas? Je sais ce que j'ai vu. Avant que mon père ne puisse répondre, l'infirmière est entrée. Son badge disait « Marisol », et son visage avait le calme stable de quelqu'un qui avait vu trop de familles confondre contrôle et sollicitude. « Amber », a-t-elle dit, « te sens-tu en sécurité pour continuer cette visite ?» La bouche de ma mère est tombée ouverte. « Excusez-moi. » L'infirmière Marisol ne l'a pas regardée. Elle m'a regardée. Personne dans ma famille ne m'avait jamais posé cette question comme si ma réponse importait. Mes mains se sont enroulées autour de la couverture. Chaque instinct me disait de protéger la paix. L'image de ma mère, la fierté de mon père, Jake face aux conséquences. Mais ensuite, je me suis souvenu d'être à genoux près de l'évier, incapable de respirer, et d'entendre « Arrête de faire semblant ». J'ai regardé l'infirmière et j'ai dit « Non ». Un mot. C'est tout ce qu'il a fallu. Ma mère a inspiré brusquement. Le visage de mon père s'est assombri. Jake a chuchoté mon nom comme un avertissement. L'infirmière Marisol s'est dirigée vers la porte. Alors cette visite est terminée. La patiente a besoin d'un environnement à faible stress. Ma mère a commencé à pleurer de cette manière publique et blessée qui poussait tout le monde à se précipiter pour la réconforter. Amber, tu nous mets à la porte. J'ai croisé ses yeux. Non, je choisis de respirer. La sécurité ne les a pas traînés dehors. C'était pire. Ils ont dû sortir eux-mêmes pendant que l'infirmière maintenait la porte ouverte et qu'Eric regardait. Mon père avait l'air humilié. Jake avait l'air en colère. Ma mère avait l'air trahie, comme si ma limite lui avait fait plus de mal que sa cruauté ne m'en avait fait. Quand la porte s'est fermée, j'ai tremblé si fort que la couverture a bougé. Mais sous le tremblement, il y avait quelque chose d'inconnu, du soulagement. Avez-vous déjà dû choisir votre propre paix, même quand tout le monde attendait de vous que vous protégiez la leur? Cette nuit-là, après que l'hôpital se soit calmé, je n'ai pas pu dormir. La pièce était sombre, à l'exception du clignotement vert du moniteur et de la fine bande de lumière du couloir sous ma porte. Mon téléphone a continué à vibrer, mais je ne l'ai pas pris. Je connaissais déjà le modèle. D'abord viendrait la colère, puis la culpabilité, puis une demi-excuse conçue pour me faire m'excuser en retour. J'ai tourné l'écran face contre table et j'ai écouté ma propre respiration, inspirer, expirer, la mienne. Pour la première fois, mon corps ne semblait pas être un ennemi. Il semblait être un témoin qui avait enfin crié assez fort pour obtenir de l'aide. Un conseiller de l'hôpital est venu le lendemain matin, une femme avec des lunettes argentées et une voix qui ne me pressait jamais. Elle a posé des questions sur le stress à la maison et j'ai failli donner la réponse polie, nous nous disputons parfois. Ils veulent bien faire. C'est compliqué. Mais j'étais fatiguée de réduire la vérité pour qu'elle tienne dans le confort des autres.
Je lui ai parlé de la cuisine, de la fête, d'être à 8 ans avec des paumes ensanglantées, de la façon dont ma famille pouvait transformer toute douleur que j'avais en un défaut de caractère. Elle a écouté sans interrompre. Puis elle a demandé, « Quels sont les mots que tu entends dans ta tête quand tu essaies de demander de l'aide ?» La réponse est venue plus vite que je ne l'attendais. 3 phrases, « Arrête d'être dramatique. Tu es trop sensible. Ne gâche pas ça pour tout le monde. » Je les ai prononcées à voix haute et la pièce a changé. Ce n'étaient pas seulement des souvenirs. C'étaient des ordres que ma famille avait installés en moi. Chaque fois que j'étais fatiguée, blessée, anxieuse ou que j'avais besoin de repos, ces phrases se plaçaient devant moi comme des gardes. La conseillère m'a demandé d'imaginer à quoi ressemblerait ma vie dans 5 ans si je continuais à leur obéir. J'ai fermé les yeux, et le futur est apparu si clairement qu'il m'a fait peur. Je me suis vue à 29 ans toujours en train de me précipiter chez ma mère chaque fois qu'elle l'exigeait. Toujours en train de rire faiblement quand Jack faisait des blagues à mes dépens. Toujours en train de m'excuser auprès de mon père pour avoir des sentiments qu'il n'approuvait pas. Je voyais des anniversaires, des vacances, des dîners du dimanche et des photos de famille où je me tenais en souriant avec la panique pressée derrière mes côtes. Puis elle a demandé, « À quoi ressemblerait ta vie si tu arrêtais ?» J'ai pleuré alors, non pas parce que j'étais triste, mais parce que la réponse était magnifique. J'ai vu un petit appartement avec des plantes à la fenêtre, des rendez-vous chez le thérapeute sur un calendrier, des amis qui demandaient comment j'allais et attendaient la vraie réponse, des vacances qui ne nécessitaient pas d'armure émotionnelle, un téléphone qui ne me contrôlait pas. Eric a rendu visite plus tard et m'a trouvé en train d'écrire sur un bloc-notes de l'hôpital. Il a demandé ce que je faisais et j'ai dit, je fais une liste de ce que je ne porte plus. Il a souri, mais ses yeux étaient sérieux. Cela ressemble à un plan. C'en était un. J'ai écrit les 3 premières règles de ma nouvelle vie. 1. Je ne me disputerai pas avec des gens qui ont besoin que je sois brisé pour se sentir innocent. 2. Je ne confondrai pas la culpabilité avec l'amour. 3. Je ne retournerai dans aucune pièce où ma douleur est traitée comme un divertissement. Chaque mot ressemblait à une revanche, mais pas du genre à brûler la maison de quelqu'un. C'était plus calme, plus propre, plus permanent. Je m'éliminais en tant que cible préférée. Pour des gens comme ma famille, c'était une punition plus lourde que n'importe quel cri. Plus tard, le médecin est revenu avec les possibilités de sortie pour le lendemain si mes signes vitaux restaient stables. Il a aussi dit quelque chose qui a serré ma gorge. Amber, le stress ne signifie pas que c'était imaginaire. Tes symptômes étaient réels. Ton corps a répondu à un niveau réel de détresse. La convalescence signifie traiter à la fois le corps et l'environnement. Voilà, encore une fois, environnement. Ma famille avait passé des années à me convaincre que j'étais celle qui était fragile. L'hôpital me disait que mon environnement avait été suffisamment dommageable pour que mon corps se révolte. Quand mon téléphone a vibré à nouveau, je l'ai enfin retourné. 37 appels manqués, 72 messages. La plupart étaient de ma mère. Quelques-uns étaient de Jack. Un était de mon père, « Tu as embarrassé ta mère. Répare ça. » Je l'ai lu 2 fois et pour la première fois, je n'ai pas ressenti l'envie de réparer quoi que ce soit. J'ai remis le téléphone à Eric et je lui ai demandé de m'aider à faire des captures d'écran de tout. Pourquoi faire, a-t-il demandé. Pour moi-même, ai-je dit, pour la prochaine fois qu'ils me diront que je l'ai imaginé. C'est là que j'ai compris la vraie forme de ma revanche. Je n'allais plus les supplier de m'aimer. J'allais documenter la vérité, construire une vie hors de leur portée et les laisser assis avec le silence là où mon obéissance se trouvait autrefois. Le lendemain après-midi, l'infirmière Marisol a suggéré une courte promenade dans l'espace commun. Mon corps était toujours fatigué, mais je voulais me sentir à nouveau comme une personne, pas juste comme une patiente attachée à des fils et à un drame familial. Eric a marché à côté de moi, assez près pour que je sache que je ne tomberais pas toute seule si mes genoux me trahissaient. L'espace commun avait de larges fenêtres et des plantes fatiguées, le genre que les hôpitaux mettent pour vous rappeler que la vie se passait encore quelque part. Je me suis assise près de la lumière du soleil et j'ai respiré lentement. Pendant quelques minutes, il y a eu de la paix. Puis j'ai entendu Jack. Incroyable, a-t-il dit depuis le couloir.
Elle obtient des vacances à l'hôpital et nous sommes les méchants. Ma colonne vertébrale est devenue froide. Les épaules d'Eric se sont raidies. Jack a tourné au coin avec ma mère derrière lui et mon père à quelques pas derrière, même si l'infirmière avait clairement fait savoir qu'ils n'étaient pas les bienvenus sans mon consentement. Ils ont dû convaincre quelqu'un à l'accueil qu'ils étaient là pour s'excuser. Les yeux de ma mère étaient rouges, mais son rouge à lèvres était parfait. Cela m'a dit qu'elle s'était préparée pour un public. Amber, a-t-elle dit doucement, nous devons parler en famille. J'ai regardé l'infirmière Marisol, qui a remarqué immédiatement et a commencé à s'approcher. Mon père a levé une main dans un geste apaisant qui n'avait jamais apaisé personne. Personne n'est là pour t'énerver. Nous voulons juste que tu sois raisonnable. Raisonnable ? Un autre mot de la famille pour dire « silencieuse ». Jack a levé les yeux au ciel. On peut arrêter de faire comme si tu avais failli mourir ? Eric a surréagi. Et maintenant, l'anniversaire de maman est gâché pour toujours. Quelque chose en moi est devenu immobile, pas engourdi. Immobile, comme un juge entrant dans une salle d'audience. Je me suis levé lentement, une main sur la chaise pour garder l'équilibre. Eric a murmuré, « Amber, tu n'es pas obligée. » Je sais, ai-je dit. C'était la raison pour laquelle je le voulais. J'ai regardé Jack en premier, tu as appelé mon urgence respiratoire une vacance à l'hôpital. Son visage a changé quand il a réalisé que d'autres patients et infirmières pouvaient m'entendre. Je ne voulais pas, tu as dit que je faisais traîner les choses pour obtenir de la sympathie. Hier, tu as dit à un cousin que je ramène toujours tout à moi. Quand j'avais 16 ans et que j'ai fait un malaise pendant la semaine des examens, tu as dit à tout le monde que j'étais désespérée d'attention. Quand j'ai pleuré aux funérailles de grand-mère, tu as dit que j'essayais d'être la personne la plus triste de la pièce. Ma douleur a été ta blague préférée pendant des années. L'espace commun est devenu silencieux. La bouche de Jack s'est ouverte, mais aucune blague n'est sortie. Je me suis tournée vers mon père, et toi ? Tu m'as traitée de paresseuse alors que je cherchais de l'air. Tu m'as dit de m'endurcir après que l'ambulance m'ait emmenée. Tu m'as envoyé un texto disant que j'avais embarrassé maman et que je devais arranger ça. Pas une fois tu n'as demandé si j'avais peur. David a durci le visage, mais ses yeux ont dardé vers les infirmières. Il se souciait des témoins. Il l'avait toujours fait. Enfin, j'ai regardé ma mère. Elle avait des larmes prêtes, mais je ne les ai pas laissées quitter la pièce, et tu m'as dit d'aller dans la cuisine et de nettoyer. Sa main a volé à sa poitrine, Amber, j'étais dépassée. Moi aussi, mais j'étais celle qui ne pouvait pas respirer. Elle a tressailli. J'ai continué parce que si je m'arrêtais, la vieille culpabilité pourrait ramper à nouveau à l'intérieur. Tu n'es pas venu à l'hôpital avant des heures plus tard parce que tu finissais le gâteau. Tu as envoyé, et tu calmes maintenant ? Tu es entré dans ma chambre en portant ton écharpe d'anniversaire et tu m'as dit que je t'avais fait une peur bleue. Comme si mon urgence médicale était quelque chose que je t'avais fait subir. Ses larmes ont coulé, mais personne n'a bougé pour la consoler. Pas l'infirmière, pas Eric, pas Jack. Pour la première fois, ma mère a dû supporter tout le poids de ses propres mots sans que je ne me précipite pour les adoucir. L'infirmière Marisol s'est placée à côté de moi. Amber, veux-tu qu'il soit éloigné ? Ma mère a chuchoté, s'il te plaît, ne fais pas ça en public. J'ai presque ri, tu m'as humilié devant 30 personnes alors que je mendiais de l'air. Ce n'est pas public. C'est de la responsabilité. Mon père a pointé Eric, tu l'as poussé à faire ça. J'ai répondu avant qu'Eric ne puisse le faire, non, c'est toi. Chaque fois que tu m'as ignoré, chaque fois que tu t'es moqué de moi, chaque fois que tu m'as obligé à m'excuser d'avoir été blessée, tu m'as appris que rester silencieuse ne me sauverait jamais. Jack a semblé plus petit, sa colère s'effondrant dans l'inconfort. Amber, allez. Nous sommes une famille. C'était l'ancien mot magique, famille. Le mot qui me faisait accepter les insultes comme des blagues et la négligence comme une tradition. Mais maintenant, il sonnait vide. La famille n'est pas un laissez-passer à vie pour me faire du mal, ai-je dit. La famille aurait dû appeler le 911 avant qu'un invité ne doive le faire. Un médecin qui passait par là s'est arrêté près de la porte.
L'infirmière Marisol a croisé les bras. Ma mère a vu la scène lui échapper et a attrapé la seule arme qui lui restait. Après tout s'éclaircit la gorge ce que j'ai sacrifié pour toi. J'ai hoché la tête lentement, alors cela devrait être facile. Sacrifie une chose de plus. Sacrifie ton accès à moi jusqu'à ce que tu puisses me traiter avec respect. Elle a fixé son regard comme si je l'avais giflé. Mon père a dit, tu regretteras ça quand tu auras besoin de nous. J'ai pris une respiration, et celle-ci est sortie propre, j'avais besoin de vous hier. Cette phrase a mis fin à la dispute. L'infirmière Marisol leur a demandé de partir. Cette fois, la sécurité est venue avec elle. Ma mère a essayé de protester, mais l'agent n'a pas débattu. Le visage de mon père est devenu rouge de fureur. Jake a regardé le sol alors qu'ils étaient ramenés dans le couloir. Et tout le monde l'a vu. Les infirmières l'ont vu. Eric l'a vu. Des inconnus l'ont vu. Ma famille, qui avait passé des années à me faire paraître instable, était maintenant celle qui était escortée loin d'un espace commun d'hôpital parce qu'ils ne pouvaient pas arrêter d'attaquer une patiente en convalescence. C'est là que la revanche est devenue réelle. Leur pouvoir avait toujours dépendu de la vie privée. Je leur avais enlevé cela. Quand ils ont disparu par les portes, mes jambes ont faibli et Eric a rattrapé mon coude. « Ça va ?» a-t-il demandé. J'ai regardé vers le couloir où ma famille avait été, « Non », ai-je dit honnêtement. Mais je suis libre d'une manière que je ne l'étais pas hier. Et si vos propres parents devenaient les personnes qui vous blessent le plus, les pardonneriez-vous immédiatement ou choisiriez-vous la distance jusqu'à ce que votre paix soit en sécurité ? J'ai reçu mon congé le lendemain matin avec des instructions, des rendez-vous de suivi et un dossier rempli de papiers qui rendaient mon expérience officielle d'une manière que ma famille ne l'avait jamais été, épisode de panique sévère, symptômes physiques, déclencheurs liés au stress. Soutien émotionnel recommandé et exposition réduite au conflit. J'ai lu cette dernière ligne 3 fois. Exposition réduite au conflit. L'hôpital avait donné un langage clinique au choix que mon cœur essayait de faire depuis des années. Eric a proposé de me ramener chez moi, et par « chez moi », il voulait dire mon appartement, pas la maison de ma mère. Cette distinction comptait. Ma famille attendait près de la sortie de toute façon. Ma mère se tenait devant, pâle et épuisée, sans l'écharpe d'anniversaire cette fois. Mon père était derrière elle, la mâchoire verrouillée. Jake était appuyé contre le mur, les bras croisés, ressemblant à un garçon forcé de s'excuser après avoir été pris sur le fait. Pendant une seconde, l'ancienne Amber est presque apparue. Celle qui se serait précipitée pour rendre la scène moins gênante. Celle qui aurait embrassé sa mère parce que les femmes qui pleurent font que les gens regardent. Celle qui aurait dit « c'est bon », juste pour mettre fin à l'inconfort. Mais ensuite, mon téléphone a vibré dans ma poche et je me suis souvenu de chaque message. « Tu as embarrassé ta mère. Répare ça. Arrête de faire traîner les choses. Tu nous dois des excuses. » Ma mère s'est avancée. « Amber, s'il te plaît. Pouvons-nous parler sans tous ces gens autour ?» J'ai regardé au-delà d'elle. Les infirmières au bureau. Un agent de sécurité près des portes. Eric à mes côtés. Des témoins. Elle détestait les témoins maintenant. Non, ai-je dit, nous pouvons parler ici. Ses yeux se sont remplis immédiatement, je suis désolée si je t'ai fait sentir non soutenue. Si. Ce petit mot lâche. J'ai secoué la tête, tu ne m'as pas fait sentir non soutenue. Tu n'étais pas solidaire. Elle a dégluti. Mon père a marmonné, c'est inutile. Je me suis tournée vers lui, tu as raison. Cela n'aurait jamais dû être nécessaire. Jake s'est éloigné du mur, écoute, j'ai dit des choses.